22 février 2020, le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim s'arrête de tourner. 24 février 2022, la guerre en Ukraine éclate. En 2 ans, quasiment jour pour jour, le monde a radicalement changé et avec lui, notre vision du nucléaire. Ces dernières années, l'énergie atomique revient au centre du jeu, mais en France, les erreurs du passé ressurgissent et les technologies du futur se précisent. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les Défis Atomiques, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 2, Astrid, l'espoir déçu d'un nucléaire durable. Cette puissance nucléaire est le fond de l'activité de demain. Une crise nucléaire. L'abandon de Superphénix. La centrale de Fessenheim sera fermée. L'EPR de Flamanville est entré en production. Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est bien une guerre qui a débuté ce jeudi entre la Russie et l'Ukraine. Au petit matin, des frappes russes coordonnées. Plusieurs villes ukrainiennes touchées, y compris Kiev, la capitale. Le 24 février 2022, il y a 3 ans, l'invasion de l'Ukraine par la Russie signe le retour de la guerre sur le continent européen. Ce jour-là, le monde bascule, les équilibres géopolitiques sont redessinés, l'Europe relance les investissements dans la défense et évidemment, le secteur de l'énergie n'est pas épargné par ces bouleversements. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix du gaz ou de l'électricité flambent. Pour faire baisser la facture et gagner en indépendance énergétique, la Commission européenne envisage des achats groupés de gaz, d'hydrogène et de pétrole. L'Europe prend conscience qu'elle est largement sous perfusion de Moscou, sans gaz ni pétrole russe. Pas d'électricité, pas de chauffage. Et continuer de se fournir en Russie, c'est financer une guerre qu'on est en train de combattre. Pour sortir de ce paradoxe, les dirigeants n'ont plus qu'un mot à la bouche. Asseoir la souveraineté énergétique sur une souveraineté industrielle. La souveraineté énergétique, être capable de subvenir soi-même à tous ses besoins en énergie, c'est désormais le Graal recherché par tous. Et pour la France, cela passe notamment par le nucléaire. Pourtant, il y a 6 ans, notre pays mettait fin à un projet prometteur qui aurait pu nous garantir plus d'indépendance énergétique. Ce projet, il se nomme Astrid, et dans cet épisode, on se demande si la France ne pourrait pas bientôt regretter ce choix. On vous l'a raconté dans le premier épisode de cette série. En 2020, l'arrêt des réacteurs de Fessenheim était lancé, actant le recul du nucléaire en France. Car avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, parier sur l'atome paraissait presque d'un autre temps. C'est ce que nous raconte Sébastien Julien, rédacteur en chef adjoint du service climat de l'Express. L'idéologie antinucléaire prédominait clairement en France, pour plusieurs raisons. On avait en tête l'accident nucléaire de Fukushima. Il y avait toujours ce souci de la gestion des déchets nucléaires, et puis l'arrêt de Fessenheim dont on a parlé hier. Donc l'opinion publique avait peur du nucléaire et puis les politiques allaient donc dans leur sens. Et c'est une des raisons qui explique que le projet Astrid ait été arrêté en 2018 alors qu'il était très prometteur. Astrid, c'est un acronyme qui désigne un projet de réacteur nucléaire innovant appelé RNR. Les RNR, ce sont des réacteurs à neutrons rapides. C'est un nucléaire considéré comme durable parce qu'il utilise pour fonctionner une partie de nos déchets nucléaires. Et sur les RNR, la France était en avance sur tout le monde et depuis longtemps. Le surrégénérateur Phénix est l'aboutissement de 20 années d'études utilisant l'énergie atomique avec un neutron rapide et un réacteur refroidi au sodium. Cette filière place la France à un tout premier rang mondial. Il y a d'abord eu le prototype Phénix, qui a été raccordé au réseau électrique en 1973. C'est un appareil qui a fonctionné pendant 35 ans et qui a fini par être arrêté en raison d'incertitudes sur son vieillissement. Mais cet arrêt n'est pas du tout un échec. Il a permis d'accumuler des connaissances, de montrer que le concept pouvait fonctionner. Il y a eu ensuite un deuxième réacteur, Superphénix, mais qui a connu le même sort, arrêté pour des raisons qui ne tiennent pas vraiment la route. Superphénix ne renaîtra pas de ses cendres. Ce devait être le fleuron de l'industrie nucléaire française. Aujourd'hui, son échec pèse 60 milliards de francs. Superphénix s'arrête donc en 1997. Alors certes, on pourra toujours dire qu'il y avait eu des pannes, des fissures, des dysfonctionnements, mais en fait, l'un des arguments principaux, c'était aussi le prix de l'uranium.
puisqu'en fait, les RNR n'ont pas besoin d'uranium pour fonctionner, puisque, comme on le disait, ils réutilisent une partie des déchets. Et à l'époque, le prix de l'uranium était bas. On ne voyait pas l'intérêt d'investir pour pouvoir s'en passer. En 2010, la recherche française sur les RNR fait son grand retour avec le fameux projet Astrid. C'est un projet lancé par le Commissariat à l'énergie atomique en collaboration avec les Japonais. Et l'objectif était de montrer justement la possibilité pour la filière des réacteurs à neutrons rapides de passer au stade industriel. Ça avançait bien, c'était un projet innovant, prometteur. Et puis d'un coup, le 28 mars 2018, tout s'écroule lors d'une réunion de suivi du projet, une réunion organisée sous l'autorité de Matignon. Et là, on annonce tout simplement l'arrêt du financement du projet. La fin d'Astrid est donc décidée en catimini et personne ne l'avait vraiment vu venir. C'était un peu l'incompréhension, soyons honnêtes, l'incompréhension pour tout le monde, pour les Français comme pour les Japonais. Tout semblait rouler et puis du jour au lendemain, on vous dit plus de financement. Alors les opposants au nucléaire ont vu la preuve que cette filière-là était dans l'impasse. Pour eux, trop d'argent avait été mis dans quelque chose qui n'allait nulle part. Alors il faut savoir qu'on avait mis quand même pas moins de 738 millions d'euros sur le projet. Donc les antinucléaires, non, pour eux c'était clair, c'était la preuve que cette tentative de fermeture du cycle, c'est-à-dire réutiliser les déchets comme combustible, eh bien c'était un mythe. À l'époque, quelques voix s'élèvent pour dénoncer cet arrêt d'Astrid, mais en réalité, cet abandon est assez vite accepté. Le CEA justifie la fin d'Astrid en disant que ce n'est plus un projet prioritaire, qu'il n'est pas envisageable avant la deuxième moitié de ce siècle. Et l'argument, encore une fois, c'est l'uranium. On nous dit on n'a pas de problème d'approvisionnement en uranium, donc ce n'est pas utile, quelque part, d'aller chercher une solution quand il n'y a pas de problème. Un argument qui semble pragmatique, sauf que depuis, de plus en plus de pays misent sur le nucléaire, et on le sait maintenant, se fournir en uranium pourrait devenir un problème. Sébastien, après ce récit sur l'échec du projet Astrid, tu es toujours avec nous en studio pour nous expliquer ce que la France risque de regretter avec cet arrêt. Effectivement, Charlotte, ce n'est pas encore visible, comme avec la fermeture de Fessenheim dont on parlait hier, mais l'arrêt d'Astrid, bien sûr, c'est une erreur qui aura des conséquences. Et le premier enjeu, c'est en lien avec l'approvisionnement en uranium. Alors, je pense que tout le monde n'est pas forcément à jour sur ce qu'est l'uranium. Je te propose de ressortir une définition que tu nous avais donnée, toi, il y a quelques mois. L'uranium, figure-toi, s'est formé au sein des étoiles il y a plusieurs milliards d'années. Plus précisément dans des supernovas. Donc des étoiles très massives qui s'effondrent sur elles-mêmes en une fraction de seconde. C'est là que les noyaux d'uranium se forment et ensuite ils sont expulsés dans le milieu interstellaire et ils peuvent ensuite s'agréger autour d'une nouvelle étoile comme la Terre. Donc d'un point de vue géologique, on est dans une situation pire que le pétrole avec l'uranium. On sait que les hydrocarbures se forment à partir de matières organiques qui se sédimentent par un processus qui est très long, mais la ressource en uranium, on le voit, elle ne peut pas se régénérer naturellement sur Terre. On le comprend clairement, Sébastien, la disponibilité de l'uranium ne peut pas être illimitée. C'est donc une ressource qui risque de manquer. Est-ce qu'on sait où en est le stock d'uranium aujourd'hui ? Oui, tout est inscrit dans ce que l'on appelle le livre rouge, qui paraît tous les 2 ans et qui est publié par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, elle fait un travail d'inventaire et on estime qu'il y a à peu près 8 millions de tonnes de ressources identifiées, 4 millions de tonnes probables ou pas encore trouvées. Et si on compare en fait cet uranium disponible avec les besoins de l'humanité, eh bien, c'est plutôt inquiétant parce que si les engagements de tripler la puissance nucléaire mondiale d'ici à 2050 se réalisent, et c'était un engagement qui avait été pris à l'occasion de la COP28, eh bien, concrètement, d'ici un siècle, on pourrait avoir tout épuisé. L'uranium va donc devenir un enjeu géopolitique. Et on l'a d'ailleurs vu avec Donald Trump et l'Ukraine récemment. Le président américain veut conditionner l'aide militaire américaine à une prise de contrôle d'une partie des terres rares, et notamment de l'uranium.
Exactement. On voit bien, plus l'uranium va devenir rare, plus il risque d'être au cœur de négociations géopolitiques. Et là, personne ne sait ce qui peut se passer. Les pays qui possèdent de l'uranium peuvent décider d'arrêter d'en fournir. Encore une fois, il y a un enjeu énorme de souveraineté énergétique. Et les réacteurs à neutrons rapides pourraient apporter une solution à ce problème. Et ça parce qu'on l'a compris, avec les RNR, pas besoin d'aller chercher de l'uranium. On réutilise des déchets nucléaires pour faire fonctionner les réacteurs. C'est ça, c'est tout l'enjeu. Ces déchets nucléaires, c'est notamment nos stocks d'uranium appauvris pourraient être utilisés pour servir de carburant, de combustible. Donc en France, ça représente à peu près 330 000 tonnes. Donc c'est un trésor national, c'est un atout. En plus, les réacteurs à neutrons rapides génèrent aussi du combustible en fonctionnant. En gros, c'est comme si une voiture créait de l'essence en roulant. Et puis, dernier avantage, ils peuvent aussi brûler certains déchets dont on ne sait pas trop quoi faire aujourd'hui. Si bien qu'avec eux, avec les réacteurs à neutrons rapides, le volume de CIGEO, tu sais, ce projet français de centre de stockage profond de déchets radioactifs qui est situé à Bure, eh bien, avec les RNR, le volume de CIGEO pourrait être divisé par 10. Et donc, avec ce stock d'uranium appauvri dont tu parles, on pourrait totalement se passer de l'uranium qu'on importe aujourd'hui. Oui, on estime qu'on peut faire tourner des RNR pendant plusieurs milliers d'années pour la France. Donc, pour la souveraineté énergétique, ça serait formidable. Et c'est pourquoi l'abandon d'Astrid a été qualifié d'erreur historique par Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique. Une erreur historique de la part de la France, mais peut-on encore la réparer ou les autres pays nous ont-ils déjà rattrapés ? Un jour, la France aura des RNR, indiquait le haut-commissaire à l'énergie atomique Vincent Berger il y a quelques mois. Cela va dans le sens de l'histoire. Ce passage, Sébastien, je l'ai trouvé dans l'un de tes derniers articles. Ça veut dire que malgré l'arrêt du projet Astrid, on va finalement faire des RNR français. Oui, on en fera sans doute un jour, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand, combien, quelle taille, ni comment on s'organise. Normalement, pour tout ça, il faut un plan sur plusieurs décennies pour ce genre de projet. Mais donc les recherches sur les RNR se poursuivent quand même en France. Oui, les recherches continuent. Il y a notamment un projet qui se revendique comme étant la relève d'Astrid. Donc c'est la start-up Exana, qui a été lancée d'ailleurs avec l'aide du CEA. Start-up créée en 2023, qui a levé des fonds récemment, 25 millions d'euros. Dans leur équipe, on trouve des anciens d'Astrid, donc ils ont une vision très précise de cette technologie, mais ils ont encore beaucoup de chemin devant eux. À ce sujet, il y a un audit commandé récemment là, par le haut-commissaire à l'énergie atomique, qui a fuité dans la presse et qui estime que la plupart des start-up françaises en matière de nucléaire, et dont Exana, ne tiendront pas leurs promesses en matière de calendrier. Et l'autre souci, c'est que, en fait, si on veut construire des RNR, il faut aussi construire une filière pour leur combustible, parce que ce sont des combustibles un peu différents, on ne les a pas. Donc, ça aussi, il faut le prévoir. Et puis enfin, Exana fait ce qu'il peut pour maintenir l'héritage d'Astrid, mais ce n'est pas avec quelques start-up qu'on crée une stratégie pour un pays. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une stratégie nationale, une décision politique, parce que depuis la fin d'Astrid, la France se fait rattraper par d'autres pays qui misent sur les RNR sans jouer à l'intermittence comme on fait nous en France. Et quels sont ces pays qui avancent sur les RNR ? Essentiellement la Chine et la Russie. Ils possèdent chacun 2 RNR en activité. Pour l'instant, les États-Unis sont un peu hors course sur ce sujet, mais on a l'Inde aussi qui progresse. Elle devrait mettre bientôt en service un réacteur à neutrons rapides. Et puis, il y a un autre pays qui avance également, et on en a parlé tout à l'heure. Charlotte, tu te souviens sans doute de notre partenaire sur le projet Astrid. Si j'ai bien suivi, c'est le Japon. Et oui, exactement. Et là, c'est un peu ironique, c'est-à-dire que le Japon, récemment, est allé solliciter Framatome, donc une entreprise française, pour contribuer au développement d'un RNR au Japon. Donc ça montre plusieurs choses. D'abord que les Japonais sont pragmatiques, alors même s'ils nous en veulent sans doute de les avoir laissés en carafe avec Astrid, ils considèrent que c'est une technologie d'avenir, donc ils investissent et ils sont prêts à nouveau créer un partenariat avec une entreprise française. Pour l'instant, le Japon n'est pas plus avancé que la France sur le sujet, mais il pourrait,
bien nous rattraper, puisque, encore une fois, en France, il n'y a toujours pas de stratégie nationale et de volonté politique pour avancer sur le sujet. La France se fait donc doubler alors qu'elle était en avance. Merci Sébastien pour tes explications et on te retrouve demain pour la suite de cette série sur les défis du nucléaire. À demain. Comme promis, demain on s'intéresse à la relance du nucléaire annoncée par Emmanuel Macron il y a 3 ans. Où en est-elle et ira-t-elle jusqu'au bout ? Alors pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez chers auditeurs à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est là-bas que vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous plaît et nous écrire des commentaires. Les Défis Atomiques est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.